Poésie sur parole, magazine. Numéro spécial sur la poésie baroque française à l'occasion de la publication par l'Imprimerie nationale d'une magnifique et surprenante anthologie composée et présentée par Jean Serrois. Siméon Guillaume de la Roque. Sentir d'un feu brûlant l'extrême violence, sans qu'une mer de pleurs le puisse modérer. Plus on souffre de mal, pouvoir moins soupirer, et sceller dans le cœur ce qui plus vous offense. Mourir près d'un sujet, languir en son absence, tantôt rougir, pâlir, craindre et désespérer, et voir un autre amant votre bien désiré, et tirer devant vous faveur et récompense. N'avoir point de repos, ni le jour, ni la nuit, servir qui vous méprise, et suivre qui vous fuit, aimer comme Narcisse une ombre errante et vaine, d'un martel furieux endurer 1000 coups. Mourez, tristes amants, le trépas est plus doux, car la mort est d'amour la plus légère peine. Jean Serrois, vous publiez dans la très belle collection La Salamandre à l'Imprimerie nationale une anthologie intitulée Poètes français de l'âge baroque, et deux dates importantes, 1571-1677. Jean Serrois, on a l'impression, en feuilletant ce livre, que le grand siècle que nous avait concocté Voltaire était en fait extraordinairement censuré et qu'il cachait un archipel, je ne peux même pas dire un continent, ou des archipels de textes dont on n'avait pratiquement pas eu l'idée jusqu'à cette anthologie, ou alors il fallait aller chercher tel petit texte ici, quelques auteurs effectivement assez célèbres, mais c'est presque une révélation ce livre. C'est-à-dire qu'on a une idée en effet du XVIIe siècle qui est largement une idée, je dirais, scolaire, sans donner un caractère péjoratif à la chose, mais simplement un constat. On a naturellement appris à connaître un certain nombre d'auteurs qui sont des auteurs canoniques en quelque sorte, codés, et à partir desquels on s'est fait une idée très classique de notre siècle, de ce XVIIe siècle, de ce grand siècle de Louis XIV. Mais la vérité est qu'il y a non seulement beaucoup d'autres auteurs que ceux que nous connaissons, mais il y a chez ces auteurs eux-mêmes beaucoup d'autres textes que l'on connaît moins et qui sont également des textes tout à fait intéressants. Un simple exemple, on connaît essentiellement les grandes tragédies de Corneille. On oublie qu'il a commencé par des comédies et des tragicomédies extrêmement intéressantes. C'est tout un aspect de Corneille qui est à redécouvrir, comme le vieux Corneille qu'on avait délaissé un petit peu et qui est aussi un auteur tout à fait intéressant. Donc il y a une autre vision à avoir probablement, et c'est un petit peu le but de cette anthologie que de donner à lire et de donner à entendre des textes dont on avait un petit peu perdu l'idée parce qu'ils n'étaient pas édités ou peu édités. Alors il s'agit de la poésie baroque. Il faut s'arrêter peut-être sur ce mot même de Oui. baroque parce que d'une part, c'est un mot dont l'utilisation est relativement récente et que l'on a d'abord utilisé pour tout ce qui concerne les arts plastiques, l'architecture et encore plus tardivement pour ce qui touche à la musique et à la poésie. Finalement, les poètes baroques ne savaient peut-être pas qu'ils étaient baroques. Non, certainement pas. C'est un terme. Le terme existait au XVIIe siècle, mais il existait dans une acception technique, on pourrait presque dire. Il renvoyait à, par exemple, c'est un terme de joaillerie qui désignait des perles qui étaient inégales, impures. Et il avait également une acception figurée, un emploi figuré
pour dire très bizarre. Et si l'on avait dit à quelqu'un qu'il était baroque, il l'aurait probablement assez mal pris. Il avait un style baroque, c'était pas quelque chose qui pouvait lui plaire. Mais en fait, le terme a ensuite été utilisé donc par des historiens de l'art et des spécialistes de l'esthétique, appliqué aux arts de la représentation à la fin du 19e siècle. Et là, ça collait très bien. On a défini des critères qui fonctionnent. La difficulté est venue à partir du moment où on a voulu justement peut-être l'étendre à d'autres domaines artistiques. La greffe a très bien pris dans la musique. Aujourd'hui, il suffit de regarder les rayons des disquaires pour voir qu'il y a des rayons musique baroque sans problème. Assez bien pour le théâtre également. Pour la littérature, les réticences ont été peut-être plus fortes en France qu'ailleurs. D'ailleurs, peut-être la réticence au baroque est-elle plus forte en France qu'ailleurs. Je pense que, vu du côté européen, la notion de baroque va presque de soi. Le XVIIe siècle, c'est un siècle baroque pour tout le monde, sauf peut-être pour les Français. Et peut-être faut-il regarder, et c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu en présentant ces textes, cette longue durée, cette sensibilité générale d'une époque, cet âge baroque finalement, qui nous permet justement, sans vouloir à toute force donner des critères trop étroits, un style qui serait enfermé dans des catégories peut-être un petit peu trop rigides, peut-être faut-il envisager cet âge baroque et voir comment l'expression de la sensibilité s'est marquée dans les différents champs artistiques. Et sur ce plan-là, la poésie est naturellement un champ essentiel. Je crois qu'il y a, disons, deux champs qui nous permettent d'examiner l'ampleur du baroque et sa diversité interne. Ce sont deux champs qui sont d'ordinaire favoris de la poésie, c'est l'amour et la mort. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'amour et de la mort baroque à travers ces poèmes? Oui, alors, dans l'amour baroque, il y a des éléments opposés. Il y a à la fois un amour extrêmement sensuel, un goût d'essence, un goût du plaisir très fort, dans des poèmes qui sont d'une sensualité assez rare dans la poésie française. On trouve des poèmes qui disent les choses, et qui ont un plaisir à les dire. Et cette sensualité, elle s'exprime de façon régulière, pratiquement pendant tout le siècle. J'entends le siècle que je fais aller de 1571 à 1677, qui déborde sur le XVIe. Mais en même temps, il y a une exigence d'amour spirituel, d'amour presque désincarné, une idée de l'amour qui vient du néoplatonisme et qui se trouve en quelque sorte transfigurée par l'exigence spirituelle. Et alors, très curieusement, ces éléments-là peuvent quelquefois se rejoindre. C'est-à-dire qu'on trouve des extases qui sont à la fois des extases d'essence et des extases mystiques. Agrippa d'Aubigné, l'hécatombe à Diane. Accourez au secours de ma mort violente. Amants, nochers experts en la peine où je suis. Vous qui avez suivi la route que je suis, et d'amour éprouvé les flots et la tourmente. Le pilote qui voit une nef périssante en l'amoureuse mer, remarquant les ennuis qu'autrefois il risqua, tremble, et lui est avis que d'une telle fin, il ne perd que l'attente. Ne venez point ici en espoir de pillage. Vous ne pouvez tirer profit de mon naufrage. Je n'ai que des soupirs, de l'espoir et des pleurs. Pour avoir mes soupirs, les vents lèvent les armes. Pour l'air sont mes espoirs volagers et menteurs. La mer me fait périr pour s'enfler de mes larmes. André Mage de Fiémelin. Second essai du spirituel. Ce monde, comme on dit, est une cage à fous, où la guerre, la paix, l'amour, la haine, l'ire, la liesse, l'ennui, le plaisir, le martyre se suivent tour à tour et se jouent de nous. Le monde est un théâtre où nous nous jouons tous
sous habits déguisés, à mal faire et médire. L'un commande en tyran, l'autre, humble, aux joues soupire. L'un est bas, l'autre haut, l'un jugé, l'autre absous. Qui s'éplore, qui vit, qui joue, qui se peine, qui surveille, qui dort, qui danse, qui se gêne, voyant le riche soûl et le pauvre jeûnant. Bref, ce n'est qu'une farce ou simple comédie dont la fin des joueurs, la parque couronnant, change la catastrophe en triste tragédie. Jean-Baptiste Chassignet. Sonnet. Mortelle, pense qu'elle est dessous la couverture d'un charnier mortuaire, un corps mangé de vers, décharné, dénervé, où les os découverts, dépoulpés, dénoués, délaissent leurs jointures. Ici, l'une des mains tombe de pourriture, les yeux, d'autre côté détournés à l'envers, se distillent en glaire, et les muscles divers servent au vers goulu d'ordinaire pâture. Le ventre déchiré, cornant de puanteur, infecte l'air voisin de mauvaise senteur, et le nez mi-rongé difforme le visage. Puis, connaissant l'état de ta fragilité, fonde en Dieu seulement, estimant vanité tout ce qui ne te rend plus savant et plus sage. Théophile de Viau. Sonnet. Je songeais que Phyllis, des enfers revenue, belle comme elle était à la clarté du jour, voulait que son fantôme encore fît l'amour, et que comme Ixion, j'embrassasse une nue. Son ombre dans mon lit se glissa toute nue et me dit « Cher Tircis, me voici de retour. Je n'ai fait qu'embellir en ce triste séjour où depuis ton départ le sort m'a retenu. Je viens pour rebaiser le plus beau des amants. Je viens pour remourir dans tes embrassements. Alors, quand cette idole eut abusé ma flamme, elle me dit « Adieu, je m'en vais chez les morts. Comme tu t'es vanté d'avoir foutu mon corps, tu pourras te vanter d'avoir foutu mon âme. »
il y a dans cet âge-là à la fois le discours et l'antidiscours, constamment, hein, puisqu'on fait se rejoindre les extrêmes. Lorsque une chose apparaît figée, il y a immédiatement quelqu'un qui va la prendre à l'envers pour montrer que précisément elle n'est pas si figée. Alors la femme, naturellement, est un terrain de choix, si j'ose dire. Cette beauté que les peintres maniéristes ont mise en avant et qui est un petit peu le modèle, on pourrait dire, physique même, de la beauté féminine tout au long du siècle, hein. On s'aperçoit que lorsqu'on décrit le corps féminin au XVIIe siècle, on prend les modèles dans la peinture, hein, des cous allongés, des petites poitrines assez hautes, des hanches élargies, etc. Il y a des coiffures très hautes. On a une sorte de prolongement du portrait pictural. Mais naturellement, le poète qui, lui, veut montrer qu'on n'a pas affaire à une statue figée et définitive, va au contraire prendre exactement l'anti-portrait, et du même coup, la jeune va devenir la vieille, la mince va devenir la grosse, la belle va devenir la laide, l'intelligente va devenir la sotte, et on aura comme ça alors des catalogues de la laideur absolument extraordinaires, avec des personnages à ne pas mettre entre toutes les mains, si on peut dire. Et la mort? Alors la mort, elle a aussi ce caractère à la fois repoussant et attirant. C'est-à-dire qu'il y a une préoccupation constante de la mort qui donne lieu à des poèmes dont on pourrait penser qu'ils ont un côté un peu macabre, une sorte de manière de ressasser constamment. Le thème des vanités en est une forme, hein, poussière, tu es poussière, et on doit montrer à l'homme qu'il est poussière. Mais en même temps, il y a le mystère de l'inconnu, il y a la douceur éventuellement envisagée du trépas, il y a la possibilité de l'autre vie. Il y a tous ces éléments qui font qu'on a des visions également contradictoires de la mort. Et qu'on a des poèmes qui sont des poèmes extrêmement sombres de la mort, et au contraire des poèmes qui sont une sorte d'idéalisation pratiquement de la mort, à travers au contraire une manière de minorer ou de rendre péjorative la vie qui, elle, ne serait qu'un cloaque, un bourbier, etc. Là, on retrouve peut-être de grandes idées, mais ce qui est typique, me semble-t-il, de cet âge-là, c'est l'intérêt pour la mort, hein. La mort est là parce que c'est peut-être la mort, la métamorphose suprême, le mouvement absolu, le passage, le trépas, le passage d'un état à un autre, et finalement, la vraie métamorphose, ce serait celle-là. Ce qu'on remarque aussi dans cette anthologie, et y compris chez des poètes dont les noms nous sont peu familiers, c'est très souvent une formidable énergie de la langue, du vers. Oui. Là, ça, c'est un aspect très intéressant, parce qu'on est dans une langue, au XVIIe siècle, et même quand on prend quelqu'un comme Malherbe, qui a quand même codifié pas mal de choses, mais c'est quelqu'un qui a un respect, un amour de la langue formidable. Malherbe dit qu'il faut prendre toute la langue. On lui fait souvent un procès en filtration un petit peu trop fort. C'est quelqu'un qui dit qu'il faut utiliser toute la langue. Et cet amour de la langue, il n'est pas encore, je dirais, totalement passé au moule du bon goût ou de l'honnêteté. Ça va venir. Et c'est heureux d'ailleurs, hein, puisque le français, de cette manière-là, trouve sa stabilité d'une certaine manière. Mais c'est aussi une langue en mouvement. Hein. C'est une langue qui a encore des résonances des siècles médiévaux, dans un système grammatical qui se met en place. Les grammairiens fixent assez nettement dans les années 1620-1630 la langue qui est la nôtre aujourd'hui, mais avec encore toute la vitalité de lexicale, on pourrait dire, qui naturellement rend ces poèmes hauts en couleur, pittoresques au sens propre du terme. Ce sont des mots qui peignent vraiment et qui ne sont pas du tout des mots asexués, hein, au contraire. En fait, on pourrait parler dans ce livre d'une redécouverte de la vie sous les marbres. Oui, c'est ça, hein, sous les pavés du marbre, en quelque sorte, hein. La plage des mots, en effet, il y a ce côté-là, hein. C'est en effet une sorte de soubassement d'un temps dont on se rend compte que c'est peut-être lui qui a été au fond l'essentiel, et qu'alors que peut-être le mouvement très particulier qui a été le classicisme français est un moment bref, un moment qui a une exception, on pourrait presque dire, dans une époque qui, elle, a été beaucoup plus proche, je pense, de tous ces textes. La variété de ces textes montre malgré tout qu'il y a là un élément, une lame de fond, quoi. Jacques Dulaurent. Satire. Pour être courtisan, il faut dissimuler, faire le chien couchant ou ne s'en point mêler. Je n'ai point ces vertus,
Comme sous une halle, mon esprit simplement sa marchandise étale. Je hais tout artifice et tout déguisement. Je ne sais ni louer ni blâmer faussement. Bref, qu'en tous mes propos, je suis si véritable qu'un grand ne peut me voir qu'une fois à sa table. Et d'ailleurs, je ne suis ni flatteur ni devin. Un peu trop librement, je demande du vin. Je jouerai à la cour un mauvais personnage, vu comme chacun sait que je n'ai qu'un visage. François Ménard. Cloris, la passion que mon cœur t'a jurée ne trouve point d'exemple aux siècles les plus vieux. Amour et la nature admirent la durée du feu de mes désirs et du feu de tes yeux. La beauté qui te suit depuis ton premier âge, au déclin de tes jours, ne veut pas te laisser. Et le temps, orgueilleux d'avoir fait ton visage, en conserve l'éclat et craint de l'effacer. Regarde sans frayeur la fin de toute chose, consulte le miroir avec des yeux contents. On ne voit point tomber ni tes lys, ni tes roses, et l'hiver de ta vie est ton second printemps. Pour moi, je cède aux ans, et ma tête chenue m'apprend qu'il faut quitter les hommes et le jour. Mon sang se refroidit, ma force diminue, et je serais sans feu si j'étais sans amour. C'est dans peu de matins que je croîtrai le nombre de ceux à qui la Parque a ravi la clarté. Oh, qu'on ouïra souvent les plaintes de mon ombre, accuser tes mépris de m'avoir maltraité. Que feras-tu, Cloris, pour honorer ma cendre? Pourras-tu sans regret ouïr parler de moi? Et le mort que tu plains, te pourra-t-il défendre de blâmer ta rigueur et de louer ma foi? Si je voyais la fin de l'âge qui te reste, ma raison tomberait sous l'excès de mon deuil. Je pleurerais sans cesse un malheur si funeste et ferais jour et nuit l'amour à ton cercueil. François Malaval. L'amour de son néant. Mon centre est le néant. C'est un vrai lieu de paix. L'imposture et l'erreur ne s'y trouvent jamais. Lorsque je ne veux rien, l'ennemi se retire. Il ne sait où me prendre. Il ne sait que me dire. Quand il veut raisonner, je ne l'écoute pas. Quand il flatte mes sens, je sais me tenir bas. Que ce néant est beau, qu'il est doux et tranquille, ce néant
me fait voir que je suis inutile, que je n'ai rien de bon, et que je ne puis rien, que je n'ai de mon fond ni force ni soutien, que tout mon être humain n'est qu'un flux d'inconstance. Ainsi Dieu paraît mieux mon unique assistance. C'est beaucoup de faveurs qu'il me lance un regard. S'il ne me donne rien, le néant est ma part. Souvent de l'oraison, toute l'heure est passée, que je ne sens en moi ni désir, ni pensée. S'il m'en vient, c'est un trait de sa bénignité. Ainsi je vois sa grâce et mon indignité. Lorsque je suis stérile, une retraite entière, mon néant me tient lieu d'attrait et de lumière, et je me réjouis par un élan de foi qu'en Dieu tout bien se trouve, et le néant en moi. Laissez-moi mon néant. Jouissez de votre être, Seigneur. Tout mon repos est de me bien connaître. Vous n'êtes que grandeur, que gloire et que bonté, et moi, rien par nature et rien de volonté. À vous seul tout hommage, à vous seul toute gloire, et moi de mon néant, je chéris la mémoire. Dieu, vivez dans vous-même, et moi, dans mon néant. Que je sois toujours bas, et mon Dieu, toujours grand. C'était le magazine de Poésie sur Parole. Notre invité était ce soir Jean Serrois, qui vient de publier à l'Imprimerie nationale une anthologie des poètes français de l'âge baroque. Les poèmes étaient dits par Jean-Luc de Batisse. Toute la semaine prochaine sur France Culture, Poésie sur Parole vous donne rendez-vous avec Jean Cocteau. Mixage Serge Ristich. Attaché de production Xavier Carrère. Poésie sur Parole André Velter, Jean-Baptiste Parra, Vanessa Nadjar.